Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Système de freinage. Les freins des BMW sont généralement très bons, mais dans le cas de la E39, ils sont affaiblis par l'âge et les blocs ABS Bosch. Tout est clair avec l'âge, mais il convient de dire quelques mots sur les problèmes liés au bloc. Pour certaines raisons, Bosch n'a pas pu mettre en place de processus de soudure pour les cartes en céramique, et tous les blocs jusqu'. À la version 5.7 inclus souffrent de contact casse, le plus souvent les capteurs de masse ou de roue. Les blocs de la version 5.3, dans les désignations BMW 001, ont été brisés moins souvent. En principe, la réparation des cartes est assurée par un flux, mais elles sont réparées par des mains différentes, et certains maîtres détruisent les blocs de manière irrévocable. Les capteurs ABS gris des anciens blocs sont fiables, mais les capteurs bleus, utilisés avec les blocs de la version 5.7, se cassent plus souvent. Les moyeux arrière des voitures restylées ont un problème avec le disque magnétique, qui ne peut être résolu qu'en remplaçant l'ensemble du moyeu. Il va sans dire que sur les voitures plus anciennes, il y a un problème de corrosion des tubes. Malheureusement, il est presque certain qu'ils devront être remplacés si cela n'a pas été fait auparavant. Pour le reste, tout n'est pas mauvais. Les disques sont suffisamment grands même sur les versions les plus faibles, ils ont un diamètre de 296 mm à l'avant. Il est vrai que les disques de 324 mm de la 540i ne sont pas très impressionnants, mais leur efficacité est suffisante. La version M5 était équipée de disques composites de 345 mm, et personne ne s'en plaint non plus. Un simple étrier avec un support flottant est assez fiable, même s'il souffre aujourd'hui de l'âge et de la corrosion. Et il y a de la corrosion dans les sièges, et pas seulement dans les guides et les cylindres. Le frein de stationnement est très fiable, des plaquettes de tambour à l'intérieur du disque principal. Pour le drift, ce n'est pas la meilleure solution, mais pour tous les autres points de vue, c'est tout simplement excellent. Suspension. Aujourd'hui, les suspensions en aluminium sont devenues monnaie courante, et la plupart des acheteurs ne sont pas effrayés par leur présence. Cependant, la conception n'a été élaborée que pour la E39 et, jusqu'à présent, la suspension de 7.5 sert nettement moins que la même conception sur la E60 et les voitures ultérieures. La conception des suspensions avant et arrière des différentes générations différait très peu, on utilise partout le même McPherson. Et le même bras avant avec un roulement à billes dirige par un doigt vers le bas, ainsi qu'un bras transversal avec un roulement à billes dirige par un doigt vers le haut. De même, le bras diagonal est équipé d'un silent block remplaçable. Mais toutes les rotules ne sont pas remplaçables. Le silent bloc du levier transversal ne change pas en principe, mais en fait on peut tout faire, remplacer les roulements à billes, percer et alléger le levier, mettre des leviers en fonte d'autres modèles, etc. Si vous fermez les yeux sur l'originalité des composants et le comportement loin d'être idéal qui en résulte, le prix de la réparation de la suspension ne vous semblera pas prohibitif, il existe de nombreuses solutions de rechange pour la restaurer. Parmi les défauts caractéristiques de la suspension arrière, on peut citer un bras intégral qui s'affaisse. Pour le reste, le tableau est à peu près le même que pour la suspension avant, la durée de vie des éléments en général est sensiblement inférieure à celle des modèles plus récents. Il est difficile d'en donner des raisons objectives, mais on peut supposer que l'état général des 5 de cette génération, le bon fonctionnement initial de la voiture et les tentatives d'utilisation de pièces de rechange bon marche en cas de réparation ont un effet. En outre, l'état des routes d'il y a 20 ans, qui était nettement moins bonne que celle d'aujourd'hui, est un okavet. Si l'on souhaite réparer la suspension uniquement avec des pièces d'origine, il faut se préparer à des investissements d'un tout autre ordre. Si l'on ne change pas le bras porteur arrière, la réparation sans remplacement des amortisseurs et des ressorts coûtera environ 260 000 roubles. C'est le coût du remplacement des seuls leviers et silent block. Si l'on inclut le remplacement des amortisseurs, des supports et des moyeux, le coût s'élèvera à près de 500 000 roubles. Sur le marché secondaire, de nombreuses voitures sont moins chères et leur anamnèse indique que la suspension a été entièrement remplacée. Ceci est bien sûr très douteux. Et pourtant, il n'est pas nécessaire d'économiser beaucoup sur les suspensions.
Le charme de la E39 n'est présent que sur les voitures dont les propriétaires les ont révisées aussi méticuleusement que possible. Et il n'y a aucun sens à prendre cette voiture dans un état juste pour rouler. Direction une fuite du réservoir du système hydraulique et de tous les tuyaux du système est une chose désagréable mais bénigne. Quoi qu'il en soit, le réservoir, contrairement aux tuyaux, est standard et il n'est pas difficile de le remplacer. Les fuites s'expliquent par le fait que le système est très surchauffe, il n'y a pas de radiateur normal. Tout est plus compliqué avec les tuyaux, les Bavarois on place tous les gicleurs directement à l'intérieur, de sorte que si vous ne savez pas où se trouvent ces gicleurs et ce qu'ils font, il n'est pas recommandé de resserrer les tuyaux. De plus, les gicleurs peuvent se déplacer à l'intérieur du tuyau, ce qui entraîne divers effets intéressants sous la forme de vibrations, de la direction et d'une direction inadéquate. Et c'est plutôt choquant, car une voiture en bon état de marche ne vaut que par une direction facile et précise. Avec l'âge, la crémaillère peut s'avérer défectueuse, mais même en tenant compte de sa position inférieure, elle ne pose pas trop de problèmes. Elle est bien réparée et ne fuit et ne cogne qu'à un kilométrage raisonnable. Le boîtier de direction, utilisé sur les voitures à moteur V8, est encore plus fiable. Sa réactivité n'est pas plus mauvaise que celle des voitures à crémaillère. Transmission. Problèmes généraux. Le problème classique est l'embrayage élastique du cardan, qui devra être régulièrement contrôlé et parfois remplacé. En général, la durée de vie du cardan sur ces voitures n'est pas trop élevée, mais le prix de la réparation, qui est déjà pris en charge, n'est pas significatif. Les réducteurs arrière sont très différents, ils sont à la fois chers avec verrouillage et simples sans verrouillage. Pour toutes les boîtes de vitesse, il faut surveiller la suspension, les fuites et l'huile. Les joints sont très fiables, mais même eux ne durent pas très longtemps dans les drifters et les voitures à moteur V8. Boîtes de vitesse manuelles. Les boîtes de vitesse manuelles, dont la plupart sont des Getrag, sont assez fiables. Dans tous les cas, il s'agit de boîtes à 6 vitesses. Les boîtes à 5 vitesses dont le moteur est faible peuvent nécessiter le remplacement des roulements et des fourchettes. Mais dans tous les cas, il ne faut pas oublier les volants d'inertie à 2 masses, qui sont utilisés avec la moitié des moteurs. Et que les jeux et le mauvais fonctionnement du mécanisme de changement de vitesse réduisent à néant le sens de l'utilisation de la mécanique. Certaines boîtes manuelles sont aujourd'hui en rupture de stock, mais ce n'est pas encore un gros problème. Boîtes de vitesse automatiques. La plupart des boîtes automatiques 39 sont des boîtes de vitesse automatiques ZF5HP de 4 séries. Les boîtes de la série 5HP30 étaient très rarement utilisées, les 5HP24 étaient courantes avec les moteurs diesel et V8, les premières. Boîtes de la série 5HP18 se distinguaient par la présence d'une jauge pour le contrôle de l'huile, et l'excellente transmission automatique. 5HP19 modernisée peut être considérée sans risque comme la meilleure 39 automatique. Commençons par les boîtes automatiques 5HP19, qui étaient associées à des moteurs dont le couple atteignait 400 Nm. C'est-à-dire avec des moteurs à essence jusqu'à 3,5 litres et la plupart des diesels. Cette boîte est si performante que de nombreuses réparations sont nécessaires en raison de la surchauffe, de l'usure des plaquettes, de verrouillage GDT et de la défaillance du solénoïde jaune, le régulateur de pression principal. La durée de vie relativement sans problème d'un tel boîtier sur des voitures équipées de moteurs loin de la limite de couple peut atteindre 350 000 km. Elle est principalement limitée par la fréquence des vidanges d'huile et l'état général de la voiture, car, par exemple, un DMRV défaillant entraîne des changements de vitesse difficiles et inadéquats, ce qui augmente la charge sur la piste mécanique. Les joints, les cardans et les jeux de la boîte de vitesse arrière multiplient également les charges sur la partie mécanique de la boîte. Comme, cependant, la conduite enfantine avec dérive sur la boîte automatique. Il est dommage que tout soit aggravé par la vidange, qui n'était pas imposée par la réglementation. De nombreux propriétaires de voitures ne l'ont pas fait, et le technicien ne se soucie pas des tentatives d'accélérer le processus technique sur le papier. L'usure des solénoïdes et de la pompe à huile se multiplie dans ce cas, mais chez les conducteurs prudents et dans les régions chaudes. La boîte résistait facilement à plus de 500 000 km et est considérée comme éternelle. Le déficit du contrat 5HP19 se fait déjà sentir, mais le problème n'est pas encore très grave. La version 5HP18 n'a pas fait l'objet d'une réflexion aussi approfondie. La limite du couple maximal est plus basse, 310 Nm seulement, ce qui est principalement dû à un convertisseur de couple plus faible, avec des plaquettes plus petites. La mécanique présente également des faiblesses. En particulier, la douille du tambour F avec un joint d'huile,
qui rencontrent des fuites de pression le long de l'arbre, après quoi les frictions brûlent en raison d'une mauvaise lubrification. Cependant, comme le kilométrage des voitures de prestilage est manifestement supérieur à ce que cette boîte pourrait supporter sans réparation, la plupart d'entre elles ont déjà un tambour de la version 5HP19 de 1998, avec un roulement et pour 5 frictions. Un avantage intéressant de ces boîtes automatiques sur les BMW est qu'elles sont dotées d'une jauge d'huile, ce qui permet de surveiller le niveau et de faire la pointe s'il baisse. Les propriétaires économes apprécient, mais il y a une nuance, le prix du remplacement du carter de cette transmission automatique est comparable au prix d'une 5HP19 complète encore plus ou moins vivante. Pour le reste, il faut tenir compte des mêmes points que dans le cas de la boîte de vitesse précédente, température, charge et fréquence des vidanges. La série 5HP24 est plus grande que la 5HP19 et possède un convertisseur de couple beaucoup plus grand. Ces transmissions automatiques sont très différentes et ne se distinguent pas seulement par le nombre de frictions dans les freins DE. La modernisation des transmissions automatiques 5HP24 ne s'est pas accompagnée d'un changement d'indice. La modernisation des boîtes automatiques 5HP24 ne s'est pas accompagnée d'un changement d'indice, mais selon l'année de fabrication. Elle présente des différences très importantes. Le principal problème de toutes les versions de la 5HP24 est la destruction du tambour du paquet A, où l'anneau de retenue est arraché en même temps que le bord du tambour. Il existe une version renforcée du tambour, mais dans tous les cas, c'est souvent le paquet A qui est détruit en premier. Un problème cache, mais non moins fréquent, est l'effondrement du roulement du moyeu arrière-baie. Ces rouleaux volent autour de la boîte, causant un tas de problèmes. Parfois, le roulement ne s'affaisse pas du tout, mais reste bloqué pendant une longue période, ce qui entraîne des difficultés avec les arrêts du tambour A, des fuites de pression et un glissement du paquet C. La conséquence est des pauses lors du passage d'un paquet à l'autre. Il en résulte des pauses lors du passage de la deuxième à la troisième vitesse après l'échauffement. La douille de frein cause des problèmes avec la marche arrière, qui est engagée avec un coup de pied et une pause. L'embrayage à roue libre tombe également en panne à un kilométrage élevé. Bien que les problèmes mécaniques des boîtes 5HP24 soient un peu plus graves que ceux des boîtes 5HP19, ces boîtes automatiques ont généralement bien fonctionnent jusqu'à 300 000 km. Bien sûr, à condition de ne pas oublier de les réchauffer avant de partir en voyage, de faire la vidange et de ne pas les surcharger. Et les modèles d'aujourd'hui, la boîte de vitesse automatique de la série 5HP30 est moins répandue, mais elle a plus de chances d'être installée sur les voitures russes que sur les voitures européennes. En effet, elle est couramment installée sur les versions blindées de la série E39, sur les voitures ayant la possibilité de tracter une remorque et sur les voitures destinées à notre marche. Dans cette boîte, par rapport à la 5HP24, le « bagel » et la partie mécanique sont renforcés. Le point faible est surtout le tambour d'inversion A+C qui, dans les schémas unifiés de la série, peut être désigné comme le tambour B556, le même que sur la boîte 5HP24. Mais en général, il s'agit d'une transmission automatique presque sans problème. En tout état de cause, il est rare de trouver sur Internet des informations sur ces pannes. La faible prévalence de cette boîte de vitesse y est probablement pour quelque chose. Sur les voitures équipées d'un moteur diesel, on trouve parfois la boîte automatique GM5L40E. Elle présente nettement plus de problèmes mineurs. Par exemple, il y a un problème sérieux avec le thermostat, à cause duquel la transmission automatique surchauffe. De plus, cette boîte automatique n'aime pas les régimes élèves et l'huile sale en raison des particularités de la pompe à pétales. Le design en général n'est pas mauvais, mais sur la E39 il est relativement problématique à cause de l'âge enfantin. En outre, cette transmission automatique est nettement plus chère à réparer que les boîtes ZF, pour lesquelles elle n'est d'ailleurs pas appréciée. Moteur. Problèmes généraux. Les moteurs BMW de cette période ont pris l'habitude d'augmenter la température de fonctionnement en toute confiance. Si, sur les moteurs M52, le thermostat s'ouvrait à 92 degrés, sur le M54 de 1999, le thermostat standard fonctionnait à 97 degrés. Et sur le M62 de 1995, le thermostat était conçu pour s'ouvrir à 105 degrés. Il n'est pas surprenant que l'on recommande de changer le bouchon du radiateur tous les 2 ans, la valve oxydée entraîne immédiatement des fuites d'antigel et des défaillances du système de refroidissement. À partir de 1998, BMW passe au raccord, ce qui a encore compliqué la situation avec le vieillissement des tuyaux et les fuites.
Les systèmes antérieurs étaient assemblés sur des colliers de serrage et tous les tuyaux coûtaient quelques centimes. Les nouveaux robinets contiennent de nombreuses pièces en plastique, qui sont désormais disponibles en version chinoise, mais qui coûtent très cher dans leur version originale. Moteur à essence. Nous avons déjà écrit sur les moteurs bavarois à de nombreuses reprises, nous n'entrerons donc pas dans les subtilités du fonctionnement des versions avec et sans phasorégulateur, avec double phasorégulateur, Vano, avec accélérateur mécanique. Sur les premiers M52 à palier unique, semi-mécanique avec starter électrique et capteur de position de la pédale directement sur l'accélérateur, et entièrement électronique avec pédale électronique sur le M54. Vous pouvez trouver presque toutes les informations intéressantes dans n'importe quel article BMW des années passées. Par exemple, ici ce qui suit n'est qu'un complément à ce qui a déjà été dit. Ainsi, le moteur M52, qui constitue la base de la gamme de moteurs pré-restyle, est essentiellement un moteur M50 avec un bloc en aluminium et des contrôleurs de phase Vano. Les premiers moteurs sont intéressants en ce sens qu'ils peuvent avoir une finition en nicasyle. Et la compatibilité avec le M50 se manifeste par le fait que certains M52 ont des arbres à cam du M50, mais pas de Vano en fait. Tout cela parce que le phasorégulateur sur les BMW est une chose utile, mais gênante et peu fiable, bien que sur les M52 pré-style. Avec un phasorégulateur, il était assez solide et pouvait être reconstruit à peu de frais. Mais sur les moteurs M62, il est à la fois peu fiable et inutile, mais nous y reviendrons plus loin. Puisque certains amateurs de voitures confondent encore l'alusyle et le nicasyle, il convient de dire quelques mots sur les différences entre ces technologies. Le nicasyle est théoriquement durable, mais dans la pratique, sur les blocs multicylindres, le contrôle de la delamination était faible. Et, par conséquent, les moteurs ont souffert, dès les premières années de production, de l'envol du revêtement. En outre, le revêtement par galvanoplastie était tout simplement très coûteux, contrairement au même revêtement en alucyle qui est souvent confondu avec le nicasyle. Il s'agit de deux choses totalement différentes. Alucyle est une technologie basée sur le traitement de surface d'un alliage silicium-aluminium peu coûteux à partir duquel sont fabriqués les blocs et les pistons. La surface du cylindre après traitement produit une fine couche très glissante de cristaux de silicate d'aluminium nettoyés de la masse d'aluminium, sur laquelle les segments peuvent rouler. Aucun autre usinage n'est nécessaire sur le cylindre. La perturbation de cette fine couche entraîne des rayures, car l'aluminium sous-jacent est déjà très mou et ne survit pas à l'action des segments et du piston lui-même. La situation est légèrement améliorée par l'application d'une couche de fer sur le piston, ce qui empêchait l'apparition de micro-rayures. Le nicasyle, quant à lui, est un revêtement qui est électrodépose, déposé par électrolyse, puis adouci à la taille voulue. Sa couche est assez épaisse et il est très dur, un peu plus mou que le diamant. Mais l'adhérence à l'aluminium n'est pas très bonne et, en cas d'interaction avec les acides sulfuriques et nitriques, la vapeur d'eau combinée aux oxydes de soufre et d'azote les forme, le revêtement peut encore être détruit. Surtout s'il présente des défauts sous forme de pores et de fissures. Il convient de noter que, dans ces années-là, l'alusyle s'est avéré être une technologie bon marché et très fiable. Mercedes a produit des moteurs de millions de série M117, M119, M120 avec de l'alusyle et des pistons recouverts de fer. Porsche a produit ses moteurs à l'alusyle refroidi par air. C'est BMW qui n'a pas eu de chance avec cette technologie, c'est sur la M62 surchauffée que l'alusyle s'est manifeste pour la première fois. Et ce n'est qu'après de nombreux échecs avec des moteurs BMW, Audi et Mercedes au début des 2000e que l'alusyle a perdu ça. Gloire de solution absolument éternelle et commence à être perçue comme un malentendu permanent avec des éraflures. En conséquence, les derniers blocs M52 ont été équipés de chemises en fonte d'usine, et il est aujourd'hui presque impossible de trouver un bloc d'origine en nicasyle. Mais sur les moteurs de course, en particulier lorsque les cylindres sont fabriqués séparément du bloc, le nicasyle est resté et se montre parfaitement. Comme les blocs M50 et M52 ont une géométrie presque identique, on trouve sur le marché de nombreux hybrides, faits maison, dans lesquels des vilebrequins de M54 sont combinés à des blocs M50 et à des culasses M52. La construction de ces unités est une science à part entière, elles sont également fabriquées dans le cadre de projets de turbocompresseurs. Et sont considérées comme des quasi-JZ, mais européennes. Les chances d'acheter une voiture bon marché équipée d'un tel moteur sont faibles, mais elles existent. Il faut donc vérifier les chiffres et voir à partir de quoi le moteur est assemblé. En principe, je ne refuserai pas l'option bloc M52 avec culasse M50 sans Vano,
mais la qualité de fabrication peut être très faible, de sorte que l'intérêt d'un colcosage de ce type est perdu. En termes de fiabilité et de durée de vie, toute la gamme des moteurs M52 et M54 est à peu près la même. Leur limite moyenne de consommation d'huile atteint 350 000 km, la limite supérieure dépassant le demi-million. D'ailleurs, l'augmentation de la consommation d'huile de ces moteurs est une norme, mais il est préférable d'en connaître la raison. Toutes les versions présentent des problèmes de Zakoksovka, de surchauffe avec les blocs longs et leur TT, avec le système de ventilation des gaz de Carter, avec le réservoir d'huile actuel, avec le système d'ISA et ses clapets de rupture, avec les joints vanneaux. Et avec les fissures des ondulations d'admission sur les versions dotées de contrôleurs biphasés. Tous ces problèmes peuvent être résolus, mais il faut de l'argent et des mains. Et s'il n'y a pas de mains, au moins beaucoup d'argent et un bon service. Les problèmes les plus coûteux sont l'usure générale des moteurs et la réparation des contrôleurs de phase. M54 peut faire perdre beaucoup d'argent aux propriétaires pour le remplacement des éléments du système de refroidissement et la réparation des fuites. Même une différence apparemment insignifiante entre la température de fonctionnement des moteurs M52 et M54 entraîne une réduction considérable de la durée de vie des joints, des mastiques et des éléments en caoutchouc de ce dernier moteur. La situation est légèrement différente avec les moteurs M62. L'exploitation d'une voiture équipée de ce moteur coûte cher, mais la répartition des coûts et des risques est différente. Tout d'abord, les températures de fonctionnement sont plus élevées, la disposition est plus dense et les risques d'éraflure sont plus importants. Les tout premiers moteurs ont également été pris dans le scandale du Nicasil, et c'est sur eux que la delamination s'est produite. Le plus souvent et le plus rapidement. Aujourd'hui, les chances de trouver un bloc avec du Nicasil sont nulles, le problème est particulièrement aigu sur les V8, et tous. Les moteurs en service ont soit un bloc aluminise, soit des chemises en fonte qui n'ont pas été montées en usine. La M62 possède un système de distribution plutôt original avec un énorme étrier supérieur, qui entraîne à la fois une usure accrue de la chaîne et un desserrage précoce de la chaîne dû à l'usure de l'étrier. Les phasorégulateurs installés sur les moteurs postérieurs à 1998 sont franchement inefficaces, les nouveaux commencent à cogner après les 100 000 premiers kilomètres, et les réparer encore plus tôt. Il existe cependant de nombreuses façons de rendre ce ne plus fiable. La plus radicale est l'installation de culasses, inusables, mais de telles modifications sont rarement effectuées. D'autres problèmes se posent sur les moteurs remodelés avec l'indice TU, comme l'ajout d'un alternateur refroidi à l'eau. Ce problème peut être résolu une fois pour toutes en utilisant un capot avant de moteur M60 ou plus récent et un alternateur ordinaire. Parfois, on utilise un capot provenant d'un moteur M62, sans intérêt, mais dans ce cas, il faut souder à l'argon pour installer le capteur de Villebrequin. D'une part, un bloc aluminise avec des températures élevées et un fonctionnement constant au bord de la détonation sont des problèmes potentiellement graves. Cependant, avec une utilisation prudente, les moteurs ne présentent pas d'usure des cylindres et du groupe de pistons, même sans modification. Pour que le moteur fonctionne longtemps, et que la dynamique soit suffisante pour une voiture à V8, il est fortement recommandé d'installer un thermostat froid, de tricher sur le capteur de température ou de mettre en place un firmware froid. D'autant plus que tout est maîtrise depuis longtemps et parfaitement paramétrable. Bien sûr, les pistons resteront légers, et sur cette génération on ne s'est pas souci de recouvrir la jupe du piston d'une couche de fer, mais il existe encore des voitures très kilométrées avec le bloc d'origine. Toutefois, si vous allez acheter la première BMW à moteur V8 de votre vie, il vaudra mieux trouver une voiture à moteur M62, dont le bloc est déjà gyroplaque, la température est réduite, et le vendeur est fier de la liste des améliorations sur 2 pages. Enfin, il ne faut pas oublier que les moteurs de 4,4 litres présentent un risque plus élevé d'usure de la pompe à huile et des chemises. Et qu'il ne faut donc pas s'étonner de voir des jauges d'huile dans l'habitacle. Moteur diesel. Les premiers moteurs diesel M51 sont une véritable plaie. Commençons par le fait qu'il utilise un injecteur électronique VP44, ce qui est un problème en soi. Continuons avec un groupe de pistons lourds et une culasse à chambre de vortex faible, qui ne résistait pas à une mise au point sérieuse et aux fissures. Le moteur a franchement peu de couple, en outre il est caractérisé par une turbine ratée. Oui, après l'installation d'un intercoolé normal, de nouveaux atomiseurs d'injecteurs, le raffinement du système d'injection de carburant. L'introduction de l'injection au méthanol et d'une turbine normale, c'est généralement faisable, mais si vous voulez un E39 diesel,
il est préférable de chercher une voiture avec un moteur M57. Il est vraiment bon, mais il n'est pas non plus idéal en termes de ressources. Il serait plus juste de dire que sa durée de vie n'est pas trop supérieure à celle des M52 à essence, mais qu'il est beaucoup plus sensible à l'usure du groupe de pistons. Néanmoins, le M57 offre au moins une dynamique normale et présente un nombre minimal de problèmes de culasse. Mais les chemises, l'état du système d'alimentation en carburant et les volets de turbulence doivent être surveillés en permanence. Il s'agit en outre d'un moteur coûteux à entretenir et à réparer, qui nécessitait la présence constante d'un bon service après-vente. Le 4 cylindres en ligne M47 de la version 520D est mauvais car son système d'alimentation n'est pas comme on-rail, mais possède un injecteur VP44 capricieux et coûteux à réparer. La puissance n'est pas suffisante, les vibrations sont importantes. Aujourd'hui, l'intérêt d'acheter une 39 avec un tel moteur n'est pas très clair. Vous n'allez pas économiser du carburant en achetant une vieille BMW 5, n'est-ce pas? Si vous avez des fonds pour une collection de légendes automobiles, il est tout à fait possible d'acheter une 39 pour cette collection. Mais si vous n'avez pas confiance en vos capacités, il est préférable de prendre cette voiture en location en parfait état et d'estimer à quel point elle était bonne en son temps. Et conduire chaque jour une voiture moderne, dont l'entretien ne nécessitera pas autant d'efforts et d'argent. N'achetez surtout pas une BMW assemblée à partir de pièces chinoises, de rubans adhésifs et de fils de fer, au bas de l'échelle. Ce ne sera pas la même 39 que celle qui a été conçue il y a 30 ans. Payer de sa poche pour une déception est stupide. En conclusion, la BMW série 5.4 E39 se révélait être un choix exceptionnel pour ceux qui recherchent une voiture d'occasion alliant performance et confort. Avec une suspension capable de supporter des kilomètres impressionnants, jusqu'à 500 000, et une réputation d'accumulation d'huile difficile à égaler, ce modèle reste une référence dans le monde de l'automobile. Que vous soyez un passionné de conduite ou simplement à la recherche d'une berline fiable, le 39 mérite d'être considéré. N'hésitez pas à faire vos recherches et à tester ce modèle emblématique pour découvrir par vous-même tout ce qu'il a à offrir.